Alors, comment s'appelle ce nouveau format? C'est CanScan et ça va être 3 fois par semaine, entre 2 et 3 fois par semaine, où on va décrypter des annonces du Bon Coin, mais également de Mobile.de et d'autres sites pour t'éclairer dans ton choix et pour que tu ne te plantes pas lorsque tu achètes. Aujourd'hui, c'est la première de cette idée que j'ai eue. Alors j'en ai eu beaucoup des idées qui sont jamais arrivées au bout parce que ça n'a pas été suivi. Je voulais décrypter les marques et je voulais des témoignages, mais personne ne veut se mouiller en fait, donc c'est compliqué. Il y en a très peu qui se sont mouillés et je voulais commencer par pilote. Voilà, j'ai pas eu assez de retours pour dire de faire quelque chose de correct. Donc j'ai eu cette idée-là de décrypter des annonces qui sont mises en ligne sur le Bon Coin. Aujourd'hui, on va commencer par une recherche que j'ai faite d'un véhicule de moins de 25 000 € destiné aux familles, c'est-à-dire destiné à des gens qui ont une famille d'environ 4 personnes minimum. Et là, dans le véhicule présent, ça peut aller jusqu'à 6 personnes. Donc c'est un véhicule qui est proposé en dépôt-vente par une société qui vend des camping-cars de Lorraine. C'est une base donc avec des lits superposés. Le titre de l'annonce, c'est camping-car 6 places à saisir. Les 6 places sont assez rares sur le marché. Quand on a un 6 places aujourd'hui, on a même quasiment jamais de double plancher. C'est souvent des véhicules qui sont assez légers pour pouvoir accueillir 6 personnes. C'est pas un véhicule très récent forcément parce que, à 25 000 € aujourd'hui, c'est très compliqué. Et je me suis encore dit, en cherchant ce véhicule, j'ai eu énormément de mal à trouver quelque chose de pas trop vieux. Je voulais passer sur un véhicule, ces années-là, 2008, sur un véhicule par contre de 2000, 2002, où en effet on en trouve. C'était beaucoup plus compliqué de trouver un véhicule qui se rapproche de 2010 dans ces tarifs. C'est quasiment impossible, il y en a très peu. Donc là, on est sur un chausson. Il y en a qui vont sourire. Le chausson, ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de vraiment qui tient vraiment la route, on va dire. Donc chausson, on est sur un Flash 3, Flash 03. Donc c'est un véhicule qui est équipé d'un lit en capucine, d'un lit dinette, donc c'est la dinette qui se transforme, et de 2 lits superposés qui sont au fond du véhicule. Le camping-car a 102 888 km, donc un peu plus de 100 000. Le petit bémol, c'est que son moteur a été changé il y a 7000 km, donc c'est un avantage parce qu'il n'a que 7000 km. Est-ce que le moteur est neuf? Est-ce que le moteur est d'occasion? On ne sait pas. Ça, ce sera à voir directement avec le vendeur. S'il a trouvé un moteur d'occasion et qu'il l'a mis dedans, il faudra vraiment être très méfiant, presque même passer son chemin. Mais on va en parler ensuite, on va le développer ensuite. Donc c'est une boîte mécanique et là on va se retrouver avec une boîte 6 vitesses. On est donc sur la génération des Ford. Ces Ford ont changé en fin 2007, début 2008, où on a eu un facelift et une nouvelle mécanique. Sur les précédents, on avait un 2 litres 4, c'était le 2 litres 4 TD, qui était très solide, voilà, qui avait même un petit bruit de camion, il y avait souvent le levier qui vibrait un petit peu, et c'était d'ailleurs quasiment tout le temps de la 5 vitesses. Ça faisait 125 chevaux, c'était très robuste, très solide, et on était sur des propulsions. Là, sur cette nouvelle génération, on va pouvoir trouver de la traction et des propulsions. Sur celui-ci, d'après les photos que j'ai déjà un peu regardées, il semblerait qu'on soit sur une traction. Donc c'est un véhicule en dépôt-vente, vendu sans garantie. J'insiste bien, sans garantie. Alors c'est un véhicule de 2008, qui a quand même plus de 100 000 km. Je pense que le vendeur qui prend ce véhicule en dépôt-vente ne veut pas avoir des choses à assumer si toutefois il y avait un problème. Ce véhicule a été mis en vente à l'heure où je tourne cette vidéo aujourd'hui, mercredi 5. Là, la vidéo est en ligne, il s'est passé quelques jours. Est-ce qu'il est vendu? Est-ce qu'il n'est pas vendu? Ce sera à toi de voir. Son prix indique qu'il est en baisse, 23 380. Ça sous-entend qu'au départ, peut-être, ils sont partis plus haut et puis ils ont descendu le prix. C'est pas un véhicule très très grand, puisqu'il mesure 6,42 m de long, donc ça se garde plutôt facilement. Il mesure moins de 3 mètres, puisqu'il fait 2,93 et 2,30 en largeur. Donc, il n'est pas énorme, c'est pas un énorme véhicule, malgré tout, tu peux y dormir à 6.
Il est équipé d'un téléviseur, d'une antenne, d'un store et d'un porte-vélo 4 vélos. Alors porte-vélo 4 vélos, le porte-vélo est fixé à travers la paroi. Il faudra être très vigilant au niveau des fixations. Ça veut dire que déjà, le porte-vélo, comme c'est fixé et qu'on traverse la paroi, s'il y a un problème d'étanchéité, l'eau rentre par la visserie du porte-vélo et vient imbiber la partie... Donc ça, il faut faire très attention. Hein. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Ce sera ma première mise en garde. Hein. Les émulants, on la traitera après. Donc au niveau des photos, qu'est-ce qu'on peut voir ? Bah oui, on a un store, le véhicule paraît plutôt propre. Hein. Quand on zoome un peu les photos, on voit qu'il y a un peu de débordement de joint au niveau de la partie arrière. Hein. Il y a du joint qui déborde un petit peu, c'est un peu logique. La porte n'a pas l'air de saigner quelque part, n'a pas l'air de toucher. Elle a l'air plutôt bien centrée. Ça sous-entend que le véhicule n'a pas pris de starbe à l'arrière. Ça, c'est à surveiller aussi pour éviter d'avoir un véhicule qui aurait pris un coup. On peut voir les deux fenêtres des lits superposés. Alors c'est curieux parce que les fenêtres à l'arrière sont pas les mêmes que sur le côté. Tu vois, à l'arrière on a des fenêtres à effleurement, ça c'est les fenêtres des chambres, et sur le côté on a des fenêtres à recouvrement. Est-ce qu'il y aurait eu une fenêtre changée? Est-ce que c'est d'origine? Je sais pas. Il est très possible qu'à l'arrière on ait changé les fenêtres pour des fenêtres différentes, parce que peut-être elles étaient cassées, parce que peut-être, voilà, il y a eu un problème d'entrée d'eau, on ne sait pas. C'est un peu étrange, on a deux types de fenêtres différents. Voilà, ensuite, les parties basses, hein, on ne voit pas grand-chose, hein, il y a pas le côté de la capucine, c'est pareil, hein, tu peux voir d'ailleurs qu'on a une grande fenêtre, elle est à recouvrement également sur le côté, hein, c'est pas la même non plus que sur l'arrière. L'intérieur, là on peut distinguer un petit frigo, un frigo tabletop, c'était souvent le cas dans ces années-là. On peut voir les sorties de chauffage Truma. Apparemment, il a l'air plutôt clean, hein. Il a l'air de respirer plutôt le bon état à l'intérieur. Il a l'air d'avoir été soigné. On voit pas vraiment de coups. Alors ça, faudra voir. Les photos, c'est souvent trompeur. Faudra voir le véhicule au réel. Il semblerait que sur les sièges, on ait des housses. Ça me semble pas être la couleur des sièges d'origine. Donc ça, il faudra pas hésiter à voir ce qu'il y a en dessous. Est-ce que les sièges sont en bon état? Est-ce qu'ils sont tachés? Ça, c'est quelque chose qu'il faudra contrôler. Sur la photo de la salle de bain, de la salle d'eau, donc on peut voir que le bac à douche est directement dans l'emplacement où on a les toilettes et le lavabo. Hein. Donc c'est le plancher en fait. Hein. Donc là, bien vérifier bien sûr le bac à douche, le tour de la bombe, afin de voir qu'il n'y ait pas des fissures. Et si c'est le cas, et même si c'est pas le cas d'ailleurs, il faudra faire un tour en dessous pour voir si c'est pas imbibé, si tout est bien dur et qu'il n'y a pas eu d'infiltration ou de fuite. De même d'ailleurs que si le bac à douche a été refait, ce qui ne semble pas être le cas sur celui-ci, de voir si c'est pas la cause justement, et s'il n'a pas été refait par une infiltration, hein, à la suite d'une infiltration, on va dire. Ensuite, ce mobilier en plastique, il faut être un petit peu vigilant. Quelquefois, ça se fissure. Lorsque le plastique sèche, il devient cassant. Il faut être assez vigilant là-dessus. On peut voir la fenêtre, c'est la même fenêtre que sur les autres côtés, elle a le même principe, une fenêtre qui recouvre il n'y a pas de cadre en fait, hein, le cadre est non apparent. Hein. Au niveau du poste de conduite, eh bien, on a des sièges qui sont propres, hein, et non tachés apparemment, pas usés, le volant n'est pas usé non plus, donc on est sur le tableau de bord d'un Ford bien sûr, qui a l'air assez soigné, assez propre. On ne voit pas de trou dans le tableau de bord, on peut distinguer le chauffage et on voit qu'il n'y a pas de clim non plus. Hein. En 2008, la clim c'était une option, hein, la plupart du temps, et là je ne la vois pas. Hein. Je pense pas qu'il y ait la clim sur le porteur. Ça a l'air plutôt propre. Ensuite, là on voit l'avant, et l'avant tout de suite on distingue la face avant caractéristique des modèles équipés d'un moteur Puma. Donc le moteur Puma, je te le rappelle, c'est un moteur Ford qui est un peu sous-dimensionné, qui présente quelques faiblesses. Les faiblesses de moteur sont il y a 3 faiblesses en fait. Hein. On a une faiblesse au niveau des jupes des pistons. On a une faiblesse au niveau des injecteurs et une faiblesse au niveau de la pompe à injection. Quelquefois, et assez souvent même, et quasiment tout le temps, il vient de la limaille qui passe dans les injecteurs se mettent à fuir, ils remplissent le cylindre et le moteur finit par se bloquer parce que le cylindre se remplit de gasoil non brûlé et ça pète le moteur en fait. Hein. Alors c'est une distribution par chaîne, donc il n'y a pas de courroie à remplacer. Le problème de cette distribution par chaîne, c'est qu'au moment où le piston ne peut plus pousser le gasoil, qui est le cylindre qui s'est rempli de gasoil, eh bien, il y a une résistance et ça casse.
En fait, la bielle, il faut bien que l'énergie, elle parte quelque part, et elle part dans les carters moteurs, et ça trouve les carters moteurs. Donc la plupart du temps, quand tu as eu un souci de moteur sur un moteur Puma, eh bien c'est remplacement de la mécanique, remplacement du moteur entier. Voilà. Moteur neuf, c'est presque 15 000 € en fait. Hein. Donc est-ce que ce véhicule est équipé d'un moteur neuf? Est-ce que ce véhicule est équipé d'un moteur reconditionné? Ça, ce sera les questions à poser. Il faudra voir les factures de la mécanique. Est-ce que c'est un moteur qu'ils ont retrouvé sur un autre véhicule et qu'ils sont montés dedans? Auquel cas, tu n'auras aucune historique. Tu n'auras pas, autre que la parole du vendeur, le nombre de kilomètres que ce véhicule avait parcouru avant. Et les problèmes que ce camping-car a rencontré, eh ben, le moteur qui a été monté dedans aura certainement les mêmes problèmes. En fait, en préventif, et ça c'était un chef d'atelier de chez Citroën qui me l'avait communiqué, eux en préventif, quand ils reprenaient un véhicule équipé d'un moteur Puma, systématiquement ils remplacent les injecteurs. Les 4 injecteurs, et ils ne remplacent pas les injecteurs par des injecteurs d'origine Ford, puisque Ford a continué à commercialiser ses moteurs avec les mêmes injecteurs. Voilà. Donc ces injecteurs qui avaient une faiblesse, eh bien, c'est rien que de changer un des 3 problèmes, ça peut prolonger la vie du moteur et ça peut quelquefois éviter les catastrophes. Moi personnellement, un véhicule équipé d'un moteur Puma, j'éviterai parce qu'ensuite à la revente, ça va être compliqué. Tu vas avoir le même problème que lorsque tu vas l'acheter. Toi, tu as l'hésitation, tu vas prendre un risque. Eh ben, tu vas demander à la personne qui va te racheter le véhicule de prendre le même risque. Alors, il est clair que ce pas des véhicules à des montants exorbitants et que c'est vrai qu'en descendant vraiment le prix, et c'est pour ça que souvent ils sont moins chers, en descendant vraiment le prix, bah oui, tu vas quand même le sortir. Parce que les gens, même en considérant qu'il y a des problèmes, ils vont quand même prendre le risque parce que le véhicule n'est pas cher. Ça va être un peu le cas de celui-ci. Donc ça, c'est le plus gros problème, c'est la chose qu'il faut éclaircir dès le départ. La deuxième chose à voir, c'est les infiltrations. En fait, sur les 2 côtés de la cellule, tu as un espèce de profilé, pas vraiment de recouvrement sur les deux parois, en fait, hein, tu as le toit et le côté. Bah là, c'est une espèce de baguette, c'est collé, et quelquefois, là, il y a des infiltrations. Hein. Il y a des infiltrations, et ces infiltrations, bah, tu les vois, elles sont apparentes, tu as des auréoles à l'intérieur. Tu peux bien vérifier tous les angles du véhicule, y compris dans la capucine, afin de voir s'il n'y a pas eu un problème d'infiltration. Quelquefois, en montant sur le toit, tu vas voir aussi des reprises de joints, des choses qui peuvent te donner aussi des indications. Et à ce moment-là, il faut être méfiant. Au moment où tu es sur le toit, tu vas également contrôler les passages de câbles pour les antennes par exemple. Les contrôler en dessous également, bien regarder autour du passage de câble, il faut absolument trouver les passages de câble, hein. Bien regarder qu'il n'y ait pas de réole et qu'il n'y ait pas de partie molle autour du câble. Bien, il va falloir passer en dessous, la partie la plus exposée aux infiltrations, je dirais, en dessous c'est la partie qui est entre l'essieu arrière et le pare-choc arrière. Et là, il va vraiment falloir bien regarder dans les angles, parce que là, souvent, les projections d'eau des roues arrière viennent sur la partie contreplaquée qui fait donc le plancher, et ça vient se pourrir. Et quand ça se pourrit, c'est pas seulement le plancher qui pourrit, c'est également des remontées d'humidité dans les parois, que tu vois pas forcément. Et ça, c'est irréversible. Je dirais que si tu dois démonter le véhicule, refaire ça dans les règles de l'art, c'est un travail colossal qui va revenir au prix du véhicule d'occasion, quasiment. Donc il faut être très vigilant. Les signes, donc, hein, c'est simple, hein, tu prends un petit tournevis, tu grattes, ou une clé, tu grattes, si tu vois que ça part en poussière, c'est mauvais. Quelquefois, tu peux juste avoir un début. Ça veut dire que le contreplaqué, c'est plusieurs couches de bois. Tu peux avoir la première couche qui a commencé à prendre un peu l'humidité et qui s'effrite un peu. Mais en dessous, c'est dur. À ce moment-là, ça va. C'est pas aller trop loin. Tu peux vérifier aussi s'il y a bien les bavettes. S'il y a des bavettes à l'arrière, donc devant les roues, hein, derrière les roues. Parce que quand il y a des bavettes, souvent les projections, il y en a beaucoup moins. Et puis ces bavettes, selon l'âge qu'elles ont, si elles sont neuves, si elles sont vieilles, bah, si elles sont neuves, la personne a mis des bavettes parce qu'il y a déjà eu un problème, et souvent, du coup, sous le véhicule, tu vas avoir des plaques, tu vas avoir quelque chose qui va être collé, ou tu vas avoir un revêtement neuf, un goudronné. Quand il y a eu ça, c'est que quelquefois, il y a eu des signes avant-coureurs. Donc après, c'est difficile de savoir à quel niveau on était passé. Comment exactement ces manifestations elles étaient. Comme c'est recouvert, tu ne peux pas le savoir. Et si tu te fies juste à la parole du vendeur, lui, le vendeur, il veut vendre son véhicule. Donc il va minimiser les problèmes. Hein.
Ça, il faut faire très attention. C'est dans les grandes lignes, c'est à peu près tout. Après, il y a les contrôles, hein, forcément sous l'évier, sous le lavabo, sous le bac à douche, hein, l'évacuation du bac à douche, de voir si tu n'as pas des auréoles en dessous, si tu n'as pas eu des infiltrations. Quelquefois, il y a des fuites. Quelquefois, par exemple, l'évacuation d'un évier de cuisine fuit, mais ça ne se voit pas tout de suite. Et il se passe quelquefois plusieurs mois, plusieurs années, avant que la personne s'aperçoive que la bonde ou l'évacuation fuyait, et ça fait du dégât, forcément. Hein. L'eau qui est venue pendant plusieurs mois, quelquefois plusieurs années, ça finit par tout pourrir. Et ça, il faut être très vigilant, mais ça, c'est valable pour tous les véhicules. Dans les grandes lignes, voilà. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien il faut payer un véhicule comme ça, qui est à 23 380? Je dirais que c'est pas spécialement cher, parce qu'il y a un moteur neuf, mais dans la mesure où ce fameux moteur est quand même sujet à polémique, je pense que si tu arrivais à te rapprocher des 20 000 euros, ça pourrait le faire. Alors comment il faut voir l'achat d'un véhicule comme ça? En fait, toi tu vas l'acheter, tu vas t'en servir, tu vas partir en vacances avec ta famille, puis tu vas peut-être le garder 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Il faut que tu acceptes que peut-être que dans 3 ou 4 ans, tu auras perdu quelque chose. Hein. Tu ne vas pas conserver, si tu l'as payé 20 000 et que tu décides de le vendre par exemple dans 3 ans et puis que tu le vends 14 ou 15 000 euros, voilà, il ne t'aura pas coûté une fortune. Tu auras pris des vacances avec tes enfants régulièrement, tu seras parti en week-end, tu auras profité. Il va falloir concéder et accepter de perdre un peu d'argent. Voilà, en fait, ça, tous ces problèmes comme ce moteur Puma, c'est très important lorsque tu as payé un véhicule 50 ou 60 000 balles, même 40 000 je dirais. Lorsque tu achètes un véhicule autour de 20 000, c'est comme un consommable, hein, c'est comme une voiture que tu vas consommer, tu vas acheter une voiture neuve, tu vas la payer 50 000 balles, tu vas lui mettre 100 000 km, tu vas pas la revendre 45, tu vois, tu vas perdre beaucoup d'argent sur la voiture. Il faut le voir un peu comme ça, de la même façon. Et au moins, même si au départ c'est un peu fragile, c'est pas des véhicules qui présentent une fiabilité hors du commun. Hein. Je ne suis pas là pour détruire le truc, hein. Je suis juste là pour dire la réalité des choses. Quoi que puissent en dire certains utilisateurs de Ford sur des fourgons, où là c'est pas du tout la même chose. Hein. Un fourgon c'est profilé, y a moins de prise au vent, c'est pas chargé à bloc tout le temps. Là, un camping-car, on est toujours à 3,5 tonnes, même quelquefois au-delà, et on a une prise au vent, c'est un mur devant. Hein. Donc quand tu roules, oui, le moteur est beaucoup plus sollicité. Donc forcément, s'il doit y avoir un problème, il va arriver beaucoup plus facilement sur un véhicule de ce volume que sur un fourgon, on est d'accord. Hein. Donc, c'est vrai que là, dans ces budgets-là, c'est moins important, en fait. C'est moins important d'acheter quelque chose qui, dans 10 ans, peut présenter un problème, tu vois. Là, voilà, le moteur est neuf. Si c'est vraiment le moteur changé, voilà, après il faut voir, hein. Moteur changé, il y a 7000 km. Moteur changé, ça sous-entend pas moteur neuf. Et c'est là le problème. Là, si le moteur, c'est un moteur d'occasion, sans preuve, ça va être compliqué d'avoir confiance. Tu peux très bien acheter ce véhicule, le moteur avait 60 000 km, il a été récupéré sur un fourgon qui faisait de la messagerie, et tu peux te retrouver un mois après avoir le même problème que quelqu'un qui a roulé 100 000 avec, tu vois. Donc ça, c'est du coup, il faut faire assez attention à ça. Hein. Il faut être vigilant. Le moteur changé, ça ne veut pas dire que le moteur est neuf. Ça va être le questionnement sur ce véhicule. Dans la mesure où le moteur est neuf, ou en échange standard, je pense que si tu le payes 20, 21, tu ne fais pas une mauvaise affaire. Voilà. Voilà ce que je peux te dire sur ce véhicule. J'espère que ce petit format te plaît. Je vais certainement améliorer les choses, hein, c'est une première. J'espère que ça va te servir pour acheter ton véhicule, pour même le choisir, parce qu'on va voir beaucoup de véhicules différents, et pas forcément sur des modèles ou des marques sur lesquelles j'ai ma préférence. Pour que tu puisses justement, quand tu cherches quelque chose, tu puisses décrypter un petit peu ce qui se passe et voir vers quoi tu t'orientes. Voilà, hein, c'est un petit peu le but de ces vidéos. J'espère sincèrement que ça va te servir. Et puis je te dis, en attendant, à la prochaine. Ciao la famille.